Aujourd'hui considéré comme un quartier à valeur patrimoniale extraordinaire, Milton Park fut sauvé in extremis d'une destruction quasi totale vers la fin des années 60. Le promoteur immobilier Concordia Estate projetait d'exproprier des centaines de familles et de raser le quartier afin d'y implanter un immense complexe de tours d'habitation et de commerce. Une mobilisation citoyenne commença et donna lieu à de nombreuses manifestations, pétitions et même à une grève de la faim. Malgré tout cela, une bonne partie du quartier fut rasée et a été remplacée par ces grandes tours. Mais heureusement, le promoteur manqua de capital financier et le projet ne fut pas achevé. Le comité de citoyens, avec l'aide de l'organisme Sauvons Montréal et de la SCHL, mirent en place un programme de restauration des immeubles sauvés de la destruction afin de devenir ce qui est aujourd'hui le plus vaste projet de coopérative d'habitation en Amérique du Nord, les coopératives Milton Park. Mais l'avantage, c'est que, étant quand même propriétaire collectif, ça donne un degré de contrôle inouï sur son bâti, ce qui est formidable pour les gens petits moyens, d'avoir le contrôle, de prendre toi-même des décisions, de gérer ça collectivement. Le bien pour la société, c'est que c'est indivise. Donc, si la société investit dans ces bâtiments et donne de l'argent, il reste que la société a la garantie que personne ne pourra en profiter à titre individuel. Ça demeure indivise. Donc, si tu ne veux plus faire partie de la coop, ben, tu quittes. Point. Sans aucun avantage financier. Sans aucun avantage financier, voilà. Donc, l'investissement public reste dans la coop et tu es remplacé par une autre personne qui va en prendre avantage. Donc, c'est un beau concept mixte, je pense, pour la société, ça. Justement, parlant de la société, c'est quoi les impacts que ça a sur son environnement immédiat, une coopérative? Comme le quartier, par exemple? Oui. Généralement, ça dépend de quel quartier, bien sûr. On va prendre des exemples concrets. Prenons Milton Park, là, qui est le plus gros projet de coop, qui est collé sur le centre-ville. Dans ce cas-là, ça stabilise une population en petits moyens dans une zone qui normalement n'irait qu'aux riches. Il faut comprendre que des zones, tu sais... Comme celle de Milton Park au pied du Mont-Royal, à côté oui, de l'Université McGill. C'est ces zones qui vaut une fortune en termes immobiliers. Alors, tu pourrais facilement convertir ça en tour de 20-30 étages demain et ça marche. Mais là, on a des maisons victoriennes dans un quartier complet, destinées des classes moins nanties qui ont le luxe, si on veut, le privilège, si on veut, d'habiter le centre-ville. Et bravo pour ça, tu sais, c'est pas écrit qu'un centre-ville ne soit la chasse gardée que des riches. Alors, je pense que c'est légitime à ce niveau-là, en même temps que ça garde un coin paisible, historique, rattaché au centre-ville, ça nuance le centre-ville aussi, c'est pas juste toutes des tours. Et est-ce que vous croyez à la possibilité d'étendre les coopératives plus dans la métropole, qu'il y en ait un peu partout? Ah oui, certainement. Parlons maintenant contexte quartier pauvre. Alors, prenons Pointe-Saint-Charles. On est dans un contexte de population locative, propriétaires absents, dégradation du bâti, les loyers qui montent, là. Et si la gentrification débarque, ben là, les pauvres sont chassés, puis c'est fini. Bon, on fabrique des coops dans ce contexte-là, ça stabilise la population qui est quand même résidente, et souvent depuis des générations. Protection sur la spéculation foncière. Protection sur la spéculation foncière, exactement. Ça demeure dans un logement abordable et qui crée une stabilité sociale au sein d'un quartier qui ne se fait pas bousculer au grand complet. Puis au niveau des médias, votre relation avec eux, elle était comment? Est-ce qu'elle était positive ou négative? Je dirais en gros c'était négatif. Les médias, on n'était pas du tout intéressés de nous donner une tribune. Parce qu'il n'y avait pas une opinion favorable. Et au contraire, les médias anglophones, parce que je me rappelle de le Montreal Star, de la Gazette surtout, on était assez contre le projet. Parce qu'on voulait voir le développement de la ville, leur concept de développement. Mais je dois dire aussi qu'il y avait une crise à l'intérieur de Montreal Star. Est-ce qu'il y avait certains médias qui vous étaient sympathiques? Ben, je dois dire que je vous rappelle que c'était les années 60, donc la gauche urbaine était très
urbaine francophone, c'est-à-dire ça c'était la période où il y avait des contestations tous les jours, le mouvement de libération du taxi, la pellicule, les nationalistes de gauche, en tout cas toute cette gang-là. Vous aviez mauvaise presse, dans le sens où il y en avait trop de contestations en même temps? Ou... Ben, c'était l'époque. Okay. Et donc, dans les autres niveaux de la société, il y avait une certaine peur. Peur face à une contestation suffisamment bouleversante que ça peut même provoquer une révolution. Alors, la seule sympathie qu'on a reçue, c'était une espèce de journalisme qu'on peut caractériser underground. On a fait le Mont-Royal, le parc Mont-Royal, c'est gigantesque. On a pu faire des condos là-dessus. Hein? Mais on a dit collectivement, non, on veut un parc. Garder le patrimoine. Puis voilà. Puis pareillement pour d'autres choses. Alors pourquoi pas des coops? C'est la même logique. Et une coop au sein d'une communauté, en tant que petite communauté, est-ce qu'elle a un pouvoir politique élevé au niveau d'une plus grande communauté, comme par exemple la municipalité? Seulement, un pouvoir politique, seulement si toutes les coops agissent ensemble. Je pense qu'une coop toute seule, non. Comme celle de Milton Park, exemple. Milton Park est exceptionnel. Il faut qu'on dise que c'est un vaste ensemble de coops. Alors, eux, ils ont du poids. Oui, eux, quand ils parlent... Ils peuvent faire du lobbying. Ah oui, ils font du lobbying, la ville les écoute, là, c'est beaucoup d'électeurs. Okay. Mais n'importe quelle petite coop de Pointe-Saint-Charles, 12 logements, 15 logements... Une goutte d'eau dans une mer. Une goutte d'eau, c'est ça. Donc, il faudrait dans ce cas-là que les coops soient ensemble comme un mouvement social pour dire nous exigeons, nous voulons, nous demandons. C'est là la force politique, c'est dans le... Que c'était plus avantageux, économiquement parlant, de rénover, il a examiné tous les bâtisses, de rénover ces anciens bâtisses au lieu de les démolir et les construire à nouveau. C'est-à-dire, pour simplifier l'analyse, il a démontré que ça coûterait 16 $ pied carré à l'époque pour rénover, au lieu de 22-23 $ pied carré pour démolir et construire à nouveau. L'autre chose que je dois dire, qui est une autre faiblesse du projet Milton Park, est on n'a pas mis dès le début assez d'importance sur l'éducation populaire à l'intérieur du projet. On n'a pas mis assez d'éducation sur des questions fondamentales, écologiques, démocratie, etc. C'est-à-dire, on n'a pas pris toutes les mesures nécessaires de politiser ces gens-là. OK? Les gens qui habitent ça. Tous les élus au niveau fédéral, provincial et municipal savent que le quartier Milton Park peut se mobiliser sur des questions comme ça et on est toujours prudent face à nous. Je peux mentionner toutes sortes de victoires, incluant le célèbre échangeur Payne Park ici. Alors, on a beaucoup de victoires à l'intérieur de la communauté Milton Park. Un organisme qui voulait absolument empêcher que ça devienne un projet de coopérative d'habitation. On voulait acheter leur maison. Donc, à l'intérieur même de la communauté. Oui, il y avait cette contradiction très importante. Et il fallait battre cette tendance réactionnaire. Et je dois dire, ça c'était une de mes réalisations. Quand je rentre dans une bataille politique contre l'ennemi, je vais jusqu'au bout. Puis entre une coop et un HLM, est-ce que laquelle serait la meilleure solution au niveau urbanistique, la plus avantageuse pour la population? Je pense que ça dépend de qui on parle. Je dirais, pour juste loger des personnes plus démunies, à plus de salaire, la coop est une meilleure solution. Parce qu'ils sont propriétaires. C'est pas la Ville de Montréal qui est abstraite. Parce qu'ils formulent leurs propres règles internes. Parce que c'est de l'autogestion. Parce que, tu sais, ils ne sont pas redevables à n'importe quel fonctionnaire anonyme quelque part. Là, c'est nettement supérieur à la formule HLM, où tu as tous les soubresauts. Un peu plus paternaliste. Oui, très paternaliste. À un moment donné, comme j'ai vu l'habitation Jeanne Mance derrière, là, il y a un problème de chat dans les corridors.
tu sais, parfois qui pissaient. Pas de problème, le fonctionnaire lointain disait plus de chat. Et tout à coup, les gens sont pris. Quoi? J'ai plus le droit à mon chat? Non, plus de chat. Point. C'est ça, c'est pas en contrôle. Froid et impersonnel. C'est ça. Mais l'inverse, la coop, c'est pas pour tout le monde. On aurait des personnes âgées en besoin d'aide. On ne peut pas leur demander de faire des coops. Coop, c'est du travail. Oui, ils doivent fournir des heures. Oui, des heures de travail. Ils doivent assister à des réunions. Ils doivent travailler physiquement aussi. Alors, on ne peut pas demander ça à des personnes âgées. Alors, pour les personnes âgées ont besoin, peut-être la formule HLM est meilleure dans ce cas. Donc, la solution, ce serait peut-être un beau mélange de tout ça. Il faut toujours des HLM, ça veut dire. Mais pas pour tout le monde. La coop, je pense, est supérieure. Surtout pour un groupe d'âge productif. Là, je pense que la coop, c'est la bonne solution. Parfait. Ça va être tout. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. D'accord, pas de problème. Merci.